Vous êtes nombreux à nous suivre à travers la Guinée, partout à travers le monde. Merci pour la fidélité. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission, le Club de l'actu sur Espace TV. Comme à l'accoutumée, nous revenons sur quelques faits marquants de l'actualité durant la semaine qui s'achève. On entame par cette poursuite judiciaire contre l'imam de Kindia et le président du PADES. Ils sont deux à faire le chou gras de la presse. Ces derniers temps, ce sont Eladj Mamoudou Kamara, imam central de Kindia, et Dr Ousmane Kaba, président du PADES. Tous les deux sont accusés d'avoir tenu des propos jugés ethnocentriques et divisionnistes. La cellule Balai Citoyen, parti civil, compte aller jusqu'au bout pour que ces deux personnalités répondent de leurs actes. Pourtant, nous apprenons qu'un coup de fil de Cellou Dalein Diallo a fait annuler la procédure contre l'imam. De l'autre côté, l'immunité parlementaire du député serait en passe d'être levée. Qu'en pensent justement nos amis juristes ici présents sur ce plateau? On en parle tout à l'heure avec eux comme invité. Autre fait majeur de l'actualité, c'est l'installation des exécutifs communaux. L'accord du 8 août dernier entre le parti au pouvoir et l'UFDG continue de faire ses effets sur le terrain. Des mouvements de contestation ont été enregistrés dans quelques villes de l'intérieur du pays, notamment à Kindia, à Gouassou dans l'Ola et à Dubrika. Au même moment, des alliances se nouent entre les partis et des surprises nous en voyons déjà et elles sont loin de finir. On en parle tout de suite avec nos invités. On va clore l'émission avec ce sujet de la concession du port de Conakry à une société turque, Al Bayrek. On en parle encore puisque demain, une manifestation de rue est prévue avec les travailleurs du port de Conakry accompagnés des syndicalistes de la CNTG. On en parle tout de suite avec nos invités déjà présents sur ce plateau. On a avec nous M. Mohamed Kamara. Il est juriste, analyste politique, à qui on dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci d'être venu. On a avec nous également Karomadi Kamara, juriste, analyste politique, récemment hors du pays. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir Antoine, merci pour l'invitation. Merci. Assimi Soirée du site Africa Guinée avec nous. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Bienvenue. Merci. Monsieur Tierno Amadou Kamara du site Mosaïque qui est là également. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, merci. Voilà donc, comme annoncé, on va tout de suite aller avec les sujets annoncés à l'entame, notamment cette poursuite judiciaire contre l'imam de Kindia et Dr Ousmane Kaba. On se retrouve juste après cette transition pour entamer l'émission. Voilà donc, merci de nous rejoindre. On y va avec ces propos, je ne sais pas si vous avez suivi, de l'imam de Kindia parlant justement des élections. Apparemment, l'imam ne serait pas d'accord qu'un fils qui n'est pas de Kindia soit maire de la commune. Ça fait un tollé dans la cité. Monsieur Mohamed. C'est des propos regrettables, il est vrai, parce qu'il tente de se dédouaner des propos et puis l'accusation facile en termes de contre-accusation, c'est de dire, bon, les propos ont été un peu galvaudés ça et là, mais n'empêche. L'imam doit rester dans le cadre de l'imama. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de laïcité dans un État. Et le premier versant du principe de la laïcité, c'est la distance entre l'État et la religion. Et après, la pluralité religieuse également au niveau d'un pays. Donc, Tarjen Ben Dialloun disait que le mélange fait notre richesse. Et la loi électorale n'indique nulle part une question de ressortissants. La carte d'identité nationale guinéenne n'indique pas non plus guinéen de telle localité ou de telle localité. Il s'y ajoute que conformément à l'article 90 du Code des collectivités locales, pour devenir maire, on n'a pas parlé de ressortissants. On a parlé simplement soit de citoyens ou d'habitants. C'est-à-dire pour définir une commune, le nombre est fixé en fonction des habitants. Mais pour faire partie du conseil communal, on parle de citoyens. Et on peut aller plus loin. Que quand vous prenez les chefs de quartier et de district, les chefs de quartier, pour devenir membre du conseil de quartier, il faut simplement résider pendant 12 mois au niveau de la localité. Okay. Et pour être chef de quartier, 2 ans. Donc, j'estime que des propos de ce type, c'est que, au-delà de la dictature des partis politiques, qui s'en donnent à cœur joie au niveau des propos qu'ils tiennent, en donnant libre cours à leurs propos, y compris avec de vastes tissus de mensonges cousus de fil blanc, les religieux également commencent à être dans la danse. Et je pense que
il faudrait que la justice fasse le là de cette situation. Parce que d'aucuns pensent que l'influence de l'imam est passée par là, parce qu'à Kindia, on estime qu'il est très influent au point de s'imposer à tous les niveaux. Non, mais ce qui est attendu par-dessus tout, je ne suis pas un théologiste, mais ce qui est attendu par-dessus tout au niveau des hommes religieux, c'est en tout cas servir, je veux dire, de dignitaires religieux, de symboles, de référence, c'est tout. Alors, avec tout le respect dû au rang des imams et des prêtres, qui sont des personnes à respecter, ces personnes doivent rester dans leur cadre. S'il faut quand même ramener des citoyens à de meilleurs sentiments, tout ce qui tend à prêcher vers cela est à saluer. Mais si c'est de nature à souffler la braise, je ne suis pas tout d'accord et c'est pourquoi la justice doit être prompte à cet effet. Parce que tout ce qui est ethnique, religieux, régionaliste, c'est dogmatique et même quand vous êtes honoris causa, docteur honoris causa en paix, dès que ça touche un membre de votre famille, vous perdez la lucidité. Et donc, pour éviter un engrenage au niveau du pays, il faudrait que les imams, en tout cas, se retiennent par rapport à ce genre de propos, parce que s'ils disaient, bien entendu, le rendez-vous donné de recevoir du célèbre poète sénégalais, ils n'allaient pas se rendre compte, ils n'allaient pas commettre ce genre de bévue. Mais au-delà, je pense que l'appel doit être lancé à tout le monde. Parce que si des leaders, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, peuvent donner libre cours à leurs propos et en toute impunité, il suffit simplement qu'ils soient poursuivis par la justice pour faire appel à leurs militants comme rendez-vous au niveau du QG, comme si c'était un QG, le palais de justice, ce n'est pas normal. Et l'imam non plus n'a pas à s'appuyer sur une quelconque influence. Et sans compter quand il dit que c'est la population de Kindia qui l'a dit. C'est du faux. Parce que par quel mécanisme il a organisé un référendum pour avoir... Est-il mandaté? Et sans compter que quand vous le faites, des gens qui sont derrière vous, quel est le problème? Moi, la plupart des références, quand vous commettez une bévue pour une première fois, je vous observe. Si ça devient répétitif, je mets une croix. Je ne vous prends plus pour référence scientifique. Ouais. Il en a de même pour les religieux. Pourquoi l'imam, en parlant au niveau de la mosquée, ou bien le prêtre, pourquoi tout le monde lui prête une oreille attentive, même si dans son sermon, il sermonne tout le monde. Ouais. Et dès lors qu'il s'adosse au niveau des versets, automatiquement son ami d'à côté, il suffit simplement qu'il commence à bourdonner, il va dire non, tais-toi, c'est la parole de Dieu. Ne fais pas de bruit. Il en est de même pour le prêtre. Il va dire taper à la porte, on va vous ouvrir. Demandez, on vous répondra, etc. Il dira Matthieu 7,7. S'il ne s'adossait pas au niveau des versets, des textes, mais on n'allait pas s'en sortir. Donc, il faudrait vraiment... Donc pour vous, parce qu'il y a Gassama Diaby qui demande à ce que la justice se fasse entendre, mais on estime qu'il y a même l'imam de l'abbé qui a demandé à ce que Mamoudou Kamara présente des excuses publiques. À votre niveau, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces procédures engagées? Je pense que la vocation ultime de la loi, c'est la cohésion sociale. Il appartient d'abord à la Ligue islamique de prendre un certain nombre de mesures graduelles pour dire, bon, avertissement, suspension, sanction, etc., etc. Mais après, la justice, dès lors que c'est une action pénale, même quand un plaignant retire sa plainte, ça ne met pas un coup d'arrêt au niveau de l'action publique qui est déclenchée. D'accord, cela nous amène à ce coup de fil annoncé de Cellou Dalein Diallo qui aurait contribué à faire annuler la procédure contre l'imam, ce qui reste à vérifier. Mais on nous apprend que le leader de l'UFDG se serait impliqué pour que la procédure s'arrête. Si cela est avéré, parce que c'est vous qui me l'apprenez, ce serait très regrettable que, en tant que président d'un parti politique, de surcroît chef de file de l'opposition, qu'il adopte une posture d'entrave à la justice. Lorsqu'on prétend diriger un pays, on adopte les principes qui gouvernent à la gestion de cet État. La justice est un pilier essentiel dans la construction de l'État de droit. Il n'est admis pour personne de pouvoir s'ingérer dans son processus de fonctionnement. Il serait regrettable que le chef de file, si cela est avéré, se prononce de la sorte et qu'il donne des consignes pour que la poursuite soit engagée, si elle soit annulée, si elle a déjà été engagée. Assimi va nous le confirmer, parce que je crois le site Africa Guinée l'a publié. Vous nous confirmez que Cellou a bel et bien passé un coup de fil. Oui, vous savez que c'est en fait l'ancien président de la délégation spéciale de Kindia, Ablaïba, qui est quand même militant de l'UFDG, qui avait déposé une plainte contre l'imam. Donc je confirme effectivement que M. Cellou Dalein Diallo a demandé à ce que la plainte soit retirée. Mais encore une fois, comme l'a rappelé tout à l'heure
M. Camara, cela ne devrait pas en fait mettre à mal peut-être la procédure que pourrait engager le procureur de la République, parce que s'il y a eu une entorse à la loi, si l'imam est en tout cas reproché de quelque chose, le procureur donc pourrait le poursuivre. Mais bon, moi je pense que je vais me passer en fait de toutes les explications juridiques qu'a fait M. Camara, parce que l'imam, c'est quand même une référence. Et c'est pas pour rien qu'on prend généralement les religieux pour des symboles. Et moi, je pense que nos religieux n'ont pas à vraiment s'immiscer dans la politique. Ils doivent vraiment se passer de cela, aller jusqu'à prétendre qu'il serait le porte-parole des populations de Kindia. Moi, je pense que c'est quand même aberrant et c'est quelque chose vraiment de révoltant. Du moment où il ne saurait, lui, être vraiment le porte-parole de toutes les populations de cette région. Et on a vu d'ailleurs les réactions de certains citoyens de cette localité juste après qu'il ait eu à tenir ses propos. Donc encore une fois, au-delà de l'entorse à la loi, puisque il a quand même parlé des choses extrêmement graves en essayant... Il estime que ses propos ont été déformés. On a comme l'impression qu'il ne reconnaît pas ses propos tenus. Vous savez, c'est une pratique très courante dans notre milieu. Et nous, les journalistes, nous sommes souvent victimes de cela. Heureusement que le son existe. Nous avons généralement les éléments sonores. Ce n'est pas une première que quelqu'un tienne des propos et puis après qu'il essaye vraiment de se dédouaner en disant que ce n'est pas lui qui les a tenus. Donc on lui a fait prêter simplement des propos qui ne seraient pas les siens. Moi, je pense qu'il faut quand même, lorsqu'on tient des propos, il faut les assumer et puis ne pas se gêner en tout cas de présenter des excuses lorsqu'on se rend compte qu'effectivement on a commis des bêtises. D'accord. Karomadi, rapidement avec vous, en pareille situation, quelles conséquences pourraient en découler? Parce que c'est vrai que le ministre Gassama a condamné ses propos, et également d'autres religieux, je parlais de l'imam de l'abbé. En pareille situation, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, en pareille circonstance, Mohamed l'a rappelé tout à l'heure, il faut faire en sorte que l'ultime préservation de la paix prévale, mais surtout l'exigence du respect aussi des textes de loi soit de rigueur. Qu'on trouve un compromis entre les deux permettrait de trouver l'équilibre nécessaire à la stabilité dans le pays. Ce que je veux dire simplement, c'est que les propos tenus par l'imam sont de nature à mettre en péril la stabilité parce que ce sont des propos qui enfreignent à l'unité nationale, qui enfreignent un peu au vouloir vivre ensemble et qui compromettent la vie de la nation. Parce que la nation, ce n'est pas l'existence de l'État, mais c'est l'acceptation des autres. C'est ce qui fait de nous une nation. Si ces propos viennent mettre en mal cette situation, ça suppose que chacun de nous doit être interpellé et en appeler à la conscience collective pour que de tels propos ne puissent pas arriver. La seconde chose, c'est que la justice doit être aux aguets, que le procureur puisse se mettre en branle dès l'instant où il y a de telles situations qui frisent un peu le trouble à l'ordre public, parce que ces propos ont indigné plus d'un et ont failli mettre le feu aux poudres. C'est la raison pour laquelle la justice doit pouvoir fonctionner sans pour autant qu'on la mette en marche. Dès l'instant où les faits sont là, elle doit pouvoir s'autosaisir. Dans le coup de fil de Sylvain Diallo n'arrange en rien les choses. Si effectivement la procédure avait été déjà enclenchée, il faut rester républicain et laisser celle-ci continuer. En revanche, si elle n'avait pas été faite, je pense que on peut, avec tout ce qu'il y a eu comme condamnation, en appeler au sens de responsabilité de l'imam et considérer cela comme étant une première, mais qu'un sursis lui soit accordé pour ne pas que tout de suite il y ait aussi une sorte de confrontation avec les valeurs sociales. Pour moi, on peut, pour ce coup précis, aller à une sorte de sursis, mais que la Ligue islamique prenne des sanctions administratives, qu'on sache au moins qu'il y a eu une sanction. D'accord. Il y a eu le cas Ousmane Kaba, Thierry Mamadou Camara. On nous apprend que l'immunité parlementaire du député serait en passe d'être levée. Et Ousmane Kaba qui persiste en disant que ses propos, encore une fois, ont été déformés. Il porte plainte lui aussi contre le Balai citoyen et contre le, je pense on va dire le site ou le blog Libre Opinion Guinée.
Oui, effectivement, je pense qu'il y a une certaine similarité entre les deux affaires. Ouais. Parce que, mais je vais profiter de la présence de ces deux éminents juristes pour quand même relancer ce débat. Et nous avons cessé à faire réagir des spécialistes. M. Mohamed Kamara n'était pas là et Karbo Madi aussi nous avait pris congé. Et on a cru savoir que pour le cas d'Ousmane Kaba, par exemple, la plainte ne pouvait pas prospérer. Parce que selon ce qu'a dit Maître Traoré, qui est Mohamed Traoré, le bâtonnier, il n'existerait pas dans la nouvelle disposition, dans les nouvelles lois, je pense que le code de procédure pénale ou le code pénal, je ne sais pas ce qui est exactement, de telles infractions ne sont pas prévues. C'est quoi? C'est régionalisme, des propos régionalistes ou ethniques et communautaristes. Et il se trouve que ce sont ces deux-là qui constituent les chefs d'accusation portés contre Ousmane Kaba par le balai citoyen. Maintenant, de l'autre côté, pour l'imam de Kindia, je ne sais pas exactement ce qui est dit dans la plainte. Est-ce qu'elle pouvait prospérer même si Seloudalé ne faisait pas cet appel? Quel est l'élément juridique? Quel est le texte sur lequel le procureur, par exemple, pourrait s'adosser pour continuer la poursuite, malgré, à dépit du fait que l'UFDG, sinon Abdoulaye Ba, se soit rétracté. C'est quand même une question qu'il faut poser parce qu'il faut que les lois existent. De l'autre côté, moi je pense qu'on pouvait éviter ce qui est arrivé à Kindia si depuis très longtemps, les gens avaient joué leur rôle. Vous avez vu quand même le Kontigi de la Basse-Guinée. Qui est en retrait depuis quelque temps. Et là, moi j'étais là à son intronisation à Kindia, mais son discours a toujours été comme ça et c'est passé à la télé pour dire ne vendez pas vos terres aux étrangers. Qui est l'étranger? Nous savons tous ce que ça veut dire. C'est que les sous-sous de la Basse-Guinée ont fini par vendre leurs terres et finalement ils se retrouvent des locataires des gens à qui ils ont vendu leurs parcelles. Mais pourquoi de tels discours à l'époque n'ont pas été condamnés et tout le monde a cherché plutôt à avoir Ella Serouna à ses côtés parce qu'on a besoin de l'électorat de la Basse-Guinée. Donc je pense que, et cette fois-ci, nous sommes en train de perdre encore l'occasion. On aurait pu profiter, on se serait rattrapé en laissant la justice aller au bout par rapport au propos de l'imam de Kindia. Mais voilà une nouvelle fois qu'on est en train de mettre fin à cette procédure. Et donc, peut-être un autre imam, un jour, sortira pour dire pire que l'imam de Kindia. Je pense que... Rapidement, on va écouter Mohamed Kamara sur la question. Il estimait qu'apparemment, de telles violations ne sont pas prévues. Il y aurait un vide juridique. Est-ce que il est vrai qu'au niveau du code pénal et du code de procédure pénale, ça a été fait tellement à la hâte. Et vous savez, dans notre pays maintenant, que ce soit les députés, que ce soit le Conseil des ministres, et vous entendez les gens dire on adopte sous réserve d'amendements et de corrections à faire. Et quel est l'empressement qui justifie ce type, en tout cas, d'adoption? Donc ça fait qu'il y a des renvois inappropriés dans le code pénal, le code de procédure pénale. Un article fait un renvoi inapproprié à un autre. Donc j'estime quand même qu'au-delà de ces dysfonctionnements juridiques dans la codification, y compris même à droit constant, on ne saurait dire que c'est un seul texte qui s'applique face à la commission d'une infraction. Quand une infraction est commise, il appartient au procureur d'avoir l'opportunité de la poursuite. On n'a pas dit le procureur a l'exigence de la poursuite, non, l'opportunité. Parce que, vous savez, le procureur peut estimer que, arrêter une vedette ou un match de football est attendu demain ou le dimanche et que le capitaine qui marque à tout point de vue soit arrêté le samedi à la veille dans une gargote et que la population descende surchauffée, le procureur va mettre en stand-by par rapport au rapport avantage-paix et puis infraction commise. Voilà. Mais il y a ce qu'on appelle le principe d'indépendance de législation. C'est-à-dire que les législations sont indépendantes les unes des autres et obéissent à des procédures distinctes. C'est pourquoi quand vous prenez un code, ça indique par exemple sous réserve de dispositions contraires. Sous réserve de. Donc, monsieur Kamara, ces propos sont passibles de poursuite ou pas? Non, mais ce que je vous dis, l'ethnocentrisme, le régionalisme, il suffit simplement que les infractions qui sont reprochées soient constitutives de faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction pénale. Ouais. Donc, il appartient au juge qui a l'impérium de dire attention,
tel que vous avez formulé une telle demande, est-ce que dans la définition d'une telle infraction, au regard de telle loi, les éléments constitutifs sont là? Si ce n'est pas là, il y a une question de requalification ailleurs, mais ça, c'est l'impérium du juge en tant que tel. Et il a levé l'immunité parlementaire en cours? Non, l'immunité parlementaire, normal, vous le savez que l'immunité parlementaire ne veut pas dire impunité parlementaire. Ça a été un cas ici, pendant qu'on était à l'université. Il y avait des autorités actuelles qui étaient dans le collimateur de la justice. On n'a pas hésité de dire que, attention, immunité parlementaire ne veut pas dire impunité, mais on avait défendu en étant étudiant à l'époque. Maintenant, immunité ne veut pas dire impunité. Mais l'un dans l'autre, pour l'imam ou bien le sotigui et autres, là, moi je n'aime pas le plus souvent faire des débats de bas étage sur des questions de ce genre, parce que le dérapage est fréquent. C'est-à-dire vous-même qui faites une réflexion sur cette réflexion mauvaise, vous risquez le plus souvent de céder parce que ça révolte. Quand vous dites quand on dit natif, est-ce que natif veut dire originaire? Non. Natif veut dire, quand je dis ma préfecture natale, c'est là où je suis né. C'est ça, natif. Ouais. Quelle que soit votre origine. Ça ne veut pas dire origine. Ouais. Donc attention. Mon village d'origine et mon village natal, c'est deux choses différentes. Donc il faut éviter cela au niveau de nos pays. On va rapidement évoluer, Tierno. Malheureusement, on va évoluer rapidement, on n'a pas assez de temps. Okay. On va tout de suite aller avec ce sujet lancé vers la fin, c'est la concession du port de Conakry aux Turcs. On reviendra après pour parler de ces conseils communaux. On a suivi avec l'empressement avec lequel le gouvernement a signé cet accord entre le port de Conakry et la société Al Bayrak. Le président Alpha Condé était récemment en Turquie. Assez d'interrogations donc autour de cette concession du port de Conakry. Nos juristes sont là, nos journalistes sont là. On en parle tout de suite après une nouvelle transition sur Espace TV. Sur la route de la cession du port, ce contrat est un pari risqué pour la Guinée et les experts le savent. Ils ne veulent pas se culpabiliser et pour cela, ils ont fait des remarques, mais des remarques qui semblent ne pas être prises en compte. Première remarque capitale, c'est celle de l'octroi des droits. La Guinée accorde à Al Bayrak le droit exclusif de financer, de rétablir, de gérer, d'exploiter, de maintenir, de réhabiliter le port à ses propres frais. Le concessionnaire aura donc droit à tout le périmètre du port conventionnel. Deuxième remarque, c'est celle relative aux obligations du concessionnaire. Al Bayrak fera un premier investissement dit ferme de plus de 103 millions de dollars. Et sous réserve du contrat, elle effectuera les investissements complémentaires, plus de 300 millions de dollars. Mais c'est avec une condition. Ce deuxième investissement ne sera possible que lorsque la capacité d'utilisation atteindra les 90%. Subjection. Les experts ont souhaité que la société élabore son business plan avant approbation. Mais comme la première remarque, celle-ci n'a pas compté. Troisième remarque, les obligations du concessionnaire. Il est prévu qu'Al Bayrak fournira tout type de services. Ravitaillement d'eau et d'électricité, ancrage, remorquage, décharge, manutention, carburant, services entrepôt, sécurité, parking, location de surface. Dans les détails, cela signifie que les manutentionnaires comme Jetma Ama, Transmar, Transco, Moulin d'Afrique et autres n'auront plus d'activité à exercer au port. Quel est donc le sort de ces sociétés? La question reste entière. Les obligations du concédant. Dans le contrat, le concédant doit transférer au concessionnaire tous les contrats du port. Cela implique les obligations des sociétés, leurs droits et bénéfices. Concrètement, Al Bayrak est l'employeur et décidera du renouvellement de tous les contrats. Sur le paiement fixe annuel, les experts ont trouvé des zones d'ombre. Selon les calculs et en fonction des informations fournies par le concédant, le concessionnaire propose de payer un montant fixe annuel. Le paiement sera fait mensuellement sur le montant fixe déterminé pour l'année concernée. Sauf que l'annexe B2 du contrat ne comporte aucun chiffre. Y a-t-il de quoi s'inquiéter? Les experts invitent le concédant et le concessionnaire à réfléchir pour l'avenir du port.